Effectivement, les églises en Afrique sont pleines. Mais aujourd'hui, la grande interrogation qu'on peut se poser, c'est par rapport à l'engagement de l'Église qui doit jouer un rôle prophétique. Lorsque les rois, les États, les chefs d'État, les gouvernements ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou ils sont dans la corruption, dans la malversation, c'est dommage de voir que les églises se taisent et ne sont pas à mesure de pouvoir dénoncer ce qui se passe dans les pays. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les églises puissent s'engager et jouer leur rôle prophétique à fond. C'est la seule façon de pouvoir faire démarrer l'Afrique. Et je crois que nous avons une grande chance de voir qu'il y a beaucoup d'églises, mais il ne faut pas que ce soit des églises consensuelles qui ferment les yeux par rapport aux abus, par rapport à l'injustice. Et elle doit être une église agissante. D'abord, je dois dire que je ne suis pas seul à être engagé, mais je trouve que le mouvement des chrétiens engagés, les églises qui sont engagées pour non seulement pouvoir donner cette voix prophétique, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'ai une église qui a presque 1 million de fidèles. Et j'ai toujours dit, si 1 million de fidèles se mettaient en marche pour refuser la violence sexuelle, si 1 million de fidèles se mettaient en marche pour dire qu'on ne peut pas continuer à traiter les femmes comme on les traite, c'est sûr que nous pouvons faire une grande différence. Mais malheureusement, je crois que cette spiritualité qui est tournée vers nous-mêmes et qui nous empêche de voir l'autre, c'est une spiritualité que moi je considère tout à fait dangereuse pour nous-mêmes et pour la société. Je crois que mon engagement date vraiment de mon enfance. Mon père était pasteur d'une église pentecôtiste et je crois que lui-même, il a failli plusieurs fois, on a attenté à sa vie puisqu'il portait sa voix très très haute pour défendre le droit des exclus, des vulnérables. Et je pense que j'ai hérité un tout petit peu de mon père. C'est quelqu'un que j'ai vu dans les prisons, dans les hôpitaux, que j'ai vu auprès des malades. Et très tôt, je crois que j'ai appris à les suivre et voir la compassion qu'il avait par rapport aux gens qu'il suivait. Et je pense que ça m'a marqué quelque part. D'abord, je crois que les gens qui nous regardent devraient comprendre que la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, c'est une guerre économique. Ce n'est pas une guerre ethnique, ce n'est pas une guerre entre les religions ou entre des régions. C'est une guerre pour le contrôle du sous-sol congolais, des minéraux, et spécialement un minerai qu'on appelle le coltan, qui permet d'avoir le tantal qu'on utilise dans nos iPhones, dans nos laptops, dans tous les gadgets que nous utilisons. Et je pense que ça, c'est une connaissance qui est très très importante, puisque je crois que comme consommateurs, ceux qui nous écoutent devraient savoir que les téléphones que nous consommons ont des minéraux de sang et que nous ne devons pas être complices de ces traumatismes que subissent ces femmes en consommant sans poser de questions. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que les consommateurs soient responsables, que les consommateurs puissent poser des questions par rapport à ce qu'ils consomment. Il y a une loi qui a été votée, mais elle n'est pas suffisante. Et donc, les consommateurs peuvent pousser plus loin pour que ceux qui fabriquent ces appareils puissent approvisionner sans faire contamination de ces minéraux de sang. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui vont nous joindre à une campagne que nous menons pour lutter contre l'impunité. Les violations des droits de l'homme qui se passent en République démocratique du Congo ont été répertoriées dans un rapport qui est appelé Mapping Rapport. Ce rapport a identifié 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité, même des éléments constitutifs d'un génocide. Et ce rapport a fait des propositions, des recommandations pour lutter contre l'impunité. Malheureusement, ces rapports, aujourd'hui,
10 ans après, il est dans un tiroir à New York, aux Nations Unies, et ces recommandations n'ont jamais été mises en œuvre. Et lorsque vous suivez les informations, c'est scandaleux ce qui est en train de se passer dans des zones comme Beni. Et ce sont les mêmes qui ont commencé cette guerre en 1996, qui continuent à tirer les ficelles, qui entraînent en fait des massacres, des viols à grande échelle. Ce que nous nous demandons, c'est que nous ayons le soutien des Parisiens, que nous ayons le soutien des Européens, des Africains, pour réclamer à ce que ces rapports puissent être sortis du tiroir et que les recommandations soient mises en œuvre.